Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Habari za leo. On behalf of ICLEI Africa, the Africa Centre for Cities, Our Future Cities, Surge Africa and the Red Cross Crescent Climate Centre, We are delighted to welcome you to the Rise Africa 2023 Action Festival. Rise Africa is a platform that brings together thinkers, doers, and enablers to inspire action for sustainable cities. This is the third edition of our virtual festival. It brings together insights, practices, and visions from across the continent. This year's theme is The Cities We Want. the cities we want. the cities we want. De l'ensemble du continent. Le thème de cette année est les villes qu'on veut. Les villes qu'on veut. Africa we want. It is a wonderful L'Union- Cela reflète la vision du programme africain pour un changement transformatif. Malheureusement, le programme n'embrasse pas forcément la force d'inclusivité et de bien-être à travers le continent. Nous avons besoin de mettre l'accent sur le rôle des villes et appeler à l'action. Et ce festival a pour but d'alimenter ce programme d'action. Les villes qu'on veut sont inventives, contestées, People-centered, safe and healthy. pleines de potentiel. Les villes qu'on veut sont centrées sur les gens, sécurisées et en bonne santé, modernes, adaptées au changement et à l'innovation mondiale. Nous parviendrons à ces villes grâce à l'expérimentation, l'apprentissage, la collaboration et en amplifiant l'action quotidienne des gens qui façonnent les villes. Le festival vous invite à embrasser les différentes façons de savoir, à forger de nouveaux partenariats, à expérimenter de nouveaux concepts et idées, à chercher des idées, de faire le lien entre la science, les politiques et les arts. Ensemble, entrons cet espace dans un état d'esprit de possibilités poétiques. The cities I want, I already have. In people, all of us children, mommy's sons and daddy's daughters. Not La raised ville que je ideally, veux, je but l'ai with déjà, suffer. avec les gens, avec les enfants, les femmes, les fils qui portent la poussière sur notre peau et complexes irrésolus. Réussir là où les gouvernements échecent des monuments, des déités que l'on vénère. Nous vivons ici ensemble, synchronisés, rêveurs dans des villes qui ne nous ressemblent pas encore. Rejoignez-nous dans cet esprit où l'art sera notre voix, un canal et un micro ouvert pour fonder les villes où les gens sont pleins de vie, où chacun aura beaucoup entre ses mains, parce que c'est comme ça que ça devrait être. Good afternoon, all of you gathered for this Rise Africa conference. I love the theme. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints pour cette conférence Rise Africa. J'aime ce thème parce que c'est le rythme auquel mon cœur bat. Chaque matin, quand je me lève, je me demande comment est-ce que je peux aider mon continent à s'élever, comment est-ce que je peux aider les populations d'Afrique à s'élever. C'est ce qui me fait me lever le matin et avancer chaque jour. Je voulais donc vous féliciter tous pour avoir rejoint ce thème, pour réfléchir à d'autres manières dont on peut contribuer à l'élévation du continent africain. Je remercie également les organisateurs. Je vais prendre un moment pour participer, pour remercier en particulier Nasrine Alami qui m'a invité à participer
mais également Lucas, qui a aidé à organiser ma participation, en particulier parce que j'avais des difficultés techniques. Ce dont je voudrais parler, c'est mon autre passion. Lorsque je ne réfléchis pas à l'Afrique, eh bien, je pense aux femmes. Aujourd'hui, je voudrais parler des villes que l'on veut en abordant le prisme des femmes. L'engagement, leur contribution et leur connexion. Tout d'abord, je vais vous faire part d'une histoire personnelle. Je suis née et j'ai grandi dans une des méga-villes africaines sur la côte ouest, à Lagos, au Nigeria. J'ai été élevée dans un quartier appelé Ikeja, où siège le gouvernement. Lorsque j'ai grandi, c'était un endroit assez tranquille. Et pour aller à l'école, mon école était à Yeba, ça me prenait environ 20 minutes. Mais peut-être un dimanche ou un samedi, ou avec un peu de chance, aux heures qui n'étaient pas des heures de pointe. Mais en général, ça prenait plutôt 1 heure, avec un peu de chance. Et on faisait l'erreur de partir de la maison avec 10 minutes de retard. Cela pouvait ajouter 1 demi-heure de trajet en plus pour arriver à l'école et donc on risquait d'être en retard. C'était très stressant. Vivre à Nekacha, qui est l'un des quartiers les plus influents de Lagos, nous avions la chance de pouvoir aller à l'école. Certains qui ne vivaient pas si loin, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de bonnes routes, de moyens de transport adaptés, ils pouvaient mettre 3 à 4 heures pour arriver. Et lorsque j'ai grandi, j'ai développé de l'asthme. Heureusement pour moi, en bas de la rue où je vivais, il y avait une clinique. Donc à chaque fois que j'avais une crise d'asthme, ma maman pouvait m'y emmener à pied ou mes frères et sœurs et ça prenait que 2 minutes pour se rendre à la clinique et il me faisait une injection. Et moi, qui avais des difficultés à respirer, on m'injectait des stéroïdes et ça prenait 5 à 10 minutes. Mais finalement, je pouvais respirer normalement et continuer à vivre ma journée normalement. Ma maman avait un bureau à Obabi qui était juste à 2 rues de là où nous vivions. Et pour rentrer à la maison, avec le trafic, ça lui prenait 20 à 30 minutes. C'était vraiment pas loin. De quoi est-ce que je veux parler ici? Eh bien, je parle de l'engagement que les femmes ont. Les femmes en Afrique ont des vies très genrées, des rôles très traditionnels, pour la plupart. Elles sont responsables de la famille, elles sont responsables des enfants, de leur mari. Elles doivent prendre soin des enfants de leur mari et également de leur famille élargie. Ma maman était entrepreneur et essayait de jongler entre tous ces engagements. Et ça prenait énormément de son temps. Et c'est une des raisons pour laquelle les femmes du continent ont si peu de temps. Mais je pense également à leur contribution. Mon père voulait se porter candidat pour la présidence du Nigeria. Il était impliqué dans le gouvernement. Et malheureusement, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, il a gagné. Le système n'était pas complètement démocratique encore, donc après une négociation, il a été emprisonné.
Et cela a laissé le mouvement démocratique sans leader. C'est à ce moment-là que ma mère a décidé qu'elle voulait contribuer et aider le Nigeria à assurer un système démocratique. Elle a donc mis de côté son entreprise. Elle a mis de côté son devoir de mère et s'est concentrée sur la mise en place de ce mouvement. Organiser des manifestations avec des dizaines de milliers de manifestants, organiser des grèves également, encadrer tout cela. Elle faisait des interviews avec la BBC, CNN, avec des médias locaux, avec des médias continentaux pour pour faire entendre la voix des personnes pour la démocratie. Et elle faisait tout cela au sein de la ville de Lagos, mais aussi parfois elle devait se déplacer loin dans d'autres régions pour organiser des réunions, des manifestations. Les femmes africaines sont en mesure de transformer le paysage de notre continent. Grâce à la contribution de ma mère et d'autres femmes comme elle, qui, comme elle, ont été impliquées dans des unions universitaires, dans des associations universitaires qui travaillent, qui sont sur le marché, qui sont des citoyennes, des agricultrices qui, tout ensemble, peuvent changer le système. En 1999, 3 ans après que mon père, 4 ans, pardon, après que mon père ait gagné l'élection et 6 ans après, grâce à ce mouvement qui a été construit, le Nigeria a été en mesure de restaurer la démocratie et le gouvernement a pu retourner dans ses bureaux. Et ensuite, je voulais parler de connexion. Le monde entier est connecté de manière qui sont si puissantes et parfois que nous avons du mal à voir. L'Afrique échange avec le monde entier. Et de manière plus importante encore, j'ai moi ici mon téléphone. Pour créer des smartphones, vous avez besoin de coltan. Et pour le coltan, il est extrait au Congo. Et ça permet de construire des dizaines de milliards de téléphones. Beaucoup de pays africains ont les matières premières pour construire les technologies qui maintenant ont envahi le monde. Et on peut le voir que c'est au prix d'une révolution verte. L'Afrique est en demande. Zimbabwe pour le lithium, le Nigeria aussi, et l'hydrogène vert de Namibie. On ne peut pas répondre aux défis climatiques par l'humanité ne peut pas répondre aux défis du climat sans l'appui du continent africain. Une étude récente disait que le monde a atteint un seuil de milliards de dollars et l'Afrique a contribué pendant des siècles à la modernisation culturelle. Mais en termes nominaux, la part africaine est de moins de 2,8%. En termes de monnaie locale, ça représente 4,5%. C'est ridicule, c'est minuscule si on considère le fait que la population africaine par rapport à la population mondiale représente 18%. Et donc, ce manque de connexion entre les économies africaines et le monde dans lequel nous vivons se traduit par des ghettos à travers l'ensemble du continent et tant de jeunes qui se trouvent sans emploi, tant de jeunes qui se retrouvent sans les compétences nécessaires pour travailler, même si nous avons des États qui ont des populations très denses, même des populations plus petites. Il est très rare que ces États aient les ressources pour les éduquer correctement, leur fournir les services et les infrastructures de base. Dans la lettre
écrite pour Rise Africa, nous avons été invités à centrer notre vision pour les villes africaines autour de notre propre compréhension, nos valeurs, notre culture. Qu'est-ce que le monde sait de la culture africaine? Eh bien, il s'agit de notre humanité partagée. Les Africains sont des populations communautaires. Les Européens, les Occidentaux sont individualistes. Nous ne sommes pas individualistes. Nous sommes des communautés, des familles élargies. Pas juste le père, la mère, mais plus largement. Comment est-ce que l'on peut inclure cette compréhension d'humanité partagée dans la manière dont on va façonner les villes africaines? Comment est-ce qu'on peut construire des villes où les femmes africaines peuvent exprimer leur connexion, leur contribution, leur engagement et peuvent vraiment faire tout cela sans pour autant être dépassées, sans être vidées de toute leur énergie. Si les femmes africaines étaient en mesure d'être à pied d'égalité avec les hommes en termes de participation à l'économie, le PIB de l'Afrique augmenterait de 10%. C'est incroyable. On sait également de toutes les analyses et études qui ont été faites que lorsque les femmes participent au gouvernement, sur la scène politique, le gouvernement dépense plus de ressources publiques pour la santé, l'éducation, les infrastructures, les services publics. Nous devons trouver un moyen de répondre à ces questions pour que les femmes africaines puissent participer et nous devons avoir le soutien des hommes pour cela. Il faut arrêter, lorsque l'on demande l'autonomisation des femmes, de dire que ça va être en faveur des femmes. Quand on autonomise les femmes, c'est en faveur de tout le monde, de toute la société. Dans mon enfance, particulièrement privilégiée, la clinique qui était juste à côté de chez moi, l'école qui n'était pas si loin, même si pour moi, ça me paraissait beaucoup. Mais au sein de Lagos, c'était très raisonnable. Et ma mère, qui était en mesure de aller à pied à son travail, tout cela, c'était des privilèges. Le problème, et cela souligne un des problèmes des villes africaines. Nous avons conçu des villes africaines pour l'élite, une très petite fraction de la population globale. Et nous devons inverser cette tendance. Les villes devraient être construites pour la majorité des gens, et plus particulièrement pour les plus vulnérables. Et si les villes sont construites ainsi, chacun en bénéficiera et le gain sera commun, y compris la petite minorité qui a beaucoup de ressources. C'est une approche erronée de construire les villes pour les plus forts et de laisser les plus faibles livrés à leur sort. Il n'a rien de cela qui reflète l'Ubuntu, qui reflète l'Afrique. Peut-être que c'est quelque chose que l'on a hérité de l'ère coloniale, mais si on veut construire les villes que l'on veut, si on veut construire des villes, une Afrique, l'Afrique que l'on veut, il faut recentrer nos valeurs, mettre nos valeurs au centre de toutes nos prises de décision et construire à partir de ça. Pour conclure sur mes remarques aujourd'hui, je voulais dire que l'Afrique a tellement de choses à apporter au monde. Il y a tellement de changements qui se passent et tellement de nouvelles opportunités qui se présentent, parce que ce que l'on considère comme une crise climatique, c'est une opportunité de transformer la manière dont nous abordons, dont nous faisons les choses, la manière dont nous transformons les choses, dont nous envisageons la mondialisation. Nous allons nous tourner de plus en plus vers le local. Ça n'a pas de sens
d'utiliser tout ce pétrole pour envoyer ou pour apporter des choses de l'autre bout du monde, alors qu'en Afrique, on peut les produire. Toute cette crise climatique nous ouvre toutes ces opportunités. Nous devons nous assurer que ces opportunités sont saisies. On ne doit pas juste penser à la manière dont les hommes vont avancer. L'Afrique ne peut pas avancer si les femmes sont laissées de côté. Les femmes ont un rôle à jouer et veulent contribuer aux difficultés démocratiques. Ma mère y a contribué, elle a contribué à l'économie, je contribue à l'économie. Dans mon organisation, les femmes sont formées comme des centaines de milliers de femmes à travers l'Afrique, dans tous les pays, et contribuent à l'économie. Mais nous ne sommes qu'un des acteurs. Nous devons tous travailler main dans la main, nous devons tous travailler ensemble, les hommes et la femme, pour construire l'Afrique, pour développer l'Afrique. Et si nous le faisons ainsi, peut-être un jour, peut-être pas dans si longtemps que ça, le monde entier se tournera vers nous et diront qu'ils veulent travailler en Afrique, qu'ils veulent vivre en Afrique, parce que ce que l'Afrique aura sera cet esprit traduit dans notre économie, dans notre culture, dans les politiques. Et nous montrerons au monde entier, pas seulement l'Afrique que l'on veut, mais ce que le monde pourrait être dans son ensemble. Merci. Assurez-vous que les discussions des jours à venir nous permettront d'arriver à cette destination. Merci. Bonjour, mon nom est Emily Wancha. Je suis productrice d'impact et je travaille actuellement à Doc Société en tant que directrice des programmes pour l'Afrique. Et je suis également impliquée dans différents programmes en Afrique avec nos partenaires. Je suis basée à Nairobi, au Kenya, et je suis vraiment très contente de participer à cette conversation. Je pense que c'est très important de réfléchir au travail culturel en termes de partenariat, d'apprentissage et de déconstruction aussi, parce que c'est un travail de narration. Et lorsqu'on travaille ensemble à transformer les récits et en vue d'une intervention culturelle, cela nous invite à nous voir, à aussi utiliser des termes qui partent d'un point de bonheur, de valeur. C'est très important parce que au cours du temps, il y a eu des récits qui ont été perpétués sur le continent, sur nous, sur nos expériences en tant qu'Africains. Et donc, être en mesure de nous comprendre, de renforcer nos liens en tant qu'Africains, en tant que praticiens. Cela aide la collaboration et le partage des ressources, mais également cela nous permet de grandir parce qu'on peut apprendre les uns des autres et on va apprendre à partir d'un contexte qui est similaire en termes de défis, parfois similaire en termes d'opportunités, et tirer parti des talents à travers le continent. Et ça, c'est vraiment excitant. C'est magnifique lorsqu'on entre dans une salle qui est pleine de conteurs africains
et que tout le monde a plein d'idées, que tout le monde collabore. Et c'est vraiment ça, être optimistique, être optimiste et saisir les opportunités qui existent, mais également découvrir ce que nous pouvons apporter. Au cours des dernières années, j'ai été impliquée dans la narration sur le climat et ça a été important pour réfléchir au type de récit que l'on veut soutenir. Et la plupart d'entre eux sont des récits qui ont comme thème central la justice climatique et je comprends que les défis liés au climat se répercutent de manière différente dans les différentes régions. Et donc, ce que l'on fait au niveau du continent, la question principale, c'est quel est le récit de justice climatique pour l'Afrique? Comment est-ce que ça va se manifester? Comment est-ce que l'on va en parler? Comment est-ce que l'on va raconter ce récit? Et la reconnaissance que les conteurs n'ont pas tous la réponse, qu'il faut collaborer avec d'autres acteurs, les universités, la société civile, les politiques, les gens font cela depuis longtemps et ceux qui comprennent que les politiques sont importantes, mais que ce n'est pas suffisant pour mettre en place le changement culturel qui est nécessaire et qui doit être le moteur. C'est l'habilité du récit de convaincre les populations et les publics à agir en comprenant les défis, mais également les opportunités qui se présentent et en ce qui concerne les changements climatiques notamment. Certains des changements en termes de récits au niveau du continent sont faits en collaboration avec différents alliés et organisations culturelles à travers le continent. Quel est le rôle des plateformes pour amplifier les récits? Je pense que la question des plateformes est très variable par rapport aux défis auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Je vais donner un exemple. On sait que sur le continent, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès aux services comme les technologies et des outils de récit, comme par exemple des caméras, parce qu'elles ont besoin de batteries pour être chargées. Et ça, c'est un défi en soi. Et je ne veux pas m'attarder sur les défis, mais c'est important d'en mentionner quelques-uns juste pour dresser un portrait assez fidèle de ce qui se passe. La question de l'accès aux technologies et aux infrastructures doit aller de pair avec l'accès aux infrastructures. Donc, le financement est limité, bien évidemment, parce que dans la plupart des pays africains, il n'y a pas de fonds pour la culture soutenus par le gouvernement pour que le gouvernement soutienne les artistes et les conteurs. Donc, la plupart doivent se tourner vers des fonds internationaux qui permettent de soutenir les travaux au niveau du continent, mais ils doivent être éligibles pour ces financements. Après, ça dépend aussi du type de plateforme. Le problème de certaines plateformes, c'est qu'elles manquent de visibilité. Et lorsqu'on pense, par exemple, à nos collègues qui ne vivent pas forcément dans les villes, ils se demandent où est-ce que leurs travaux pourront être vus, entendus, etc. Et donc, cela ouvre la question des partenariats, donc des financements et des partenariats pour pouvoir toucher les différents publics.
Bien sûr, il y a des biais et des stéréotypes qui existent depuis longtemps en ce qui concerne le récit africain et ça prend du temps de changer cette perception-là. Ce n'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain, c'est quelque chose qui doit être fait pas à pas au quotidien. Donc voilà certains des défis qui vont de pair avec les plateformes parce que quelle plateforme va être disponible pour vous en tant que compteur va dépendre de votre localisation sur le continent. Mais avec les défis se présentent également des opportunités. Et ça nous donne l'opportunité de comprendre que si une personne n'a pas un environnement favorable pour accéder à toutes ces ressources, à toutes ces opportunités, eh bien, c'est là que la collaboration prend tout son sens et devient vraiment clé. Pendant longtemps, bien évidemment, les compteurs à travers le continent pouvaient se présenter sous forme assez fragmentée. Mais les communautés sont devenues ont réussi à partager leurs ressources et l'impact de ces récits capitalise sur les ressources où les possibilités de rassemblement sont disponibles. Et cela fait écho directement à l'absence, par exemple, de circuit postal dans le continent. Mais en revanche, on a beaucoup de lieux de réunion. À titre d'exemple, le travail social ou même les églises, l'après-midi, c'est quelque chose qui existe dans l'espace des gens pour aller voir une performance artistique ou culturelle. Il y a des opportunités, il faut réfléchir à lesquelles elles sont et sur lesquelles on peut capitaliser pour faire en sorte qu'on arrive à fédérer autant de personnes que possible. Je dirais que les plateformes sont importantes. On doit y réfléchir parce qu'il s'agit d'accès au final. Et bien entendu, l'un des problèmes principaux en tant que témoin, c'est l'accès aux ressources, à l'information. Et quand on réfléchit à nos communautés, même à l'aune du changement climatique, l'accès au leadership, l'accès aux prises de décision, au processus de prise de décision, aux comités qui contribuent de manière significative aux politiques qui auront un impact sur leur vie, l'accès où nos communautés peuvent témoigner, exprimer et alimenter les processus de décision qui sont prises, qui ont un impact sur leur vie concernant les ressources et l'allocation des ressources, par exemple, au niveau national et même parfois au niveau des comtés. Donc, la question de l'accès, elle est toujours importante pour moi. Alors, ensuite, on doit réfléchir aux plateformes. Quelles plateformes sont disponibles? Et comment est-ce qu'on capitalise sur ces plateformes? Réfléchissons par exemple au téléphone portable et au taux de pénétration des smartphones en Afrique, c'est important. Les radios communautaires, pareil, très important. Alors, comment continuer à capitaliser et créer des témoignages de grande qualité qui parlent aux gens, qui soient authentiques, pour qu'on puisse atteindre nos auditeurs. On doit absolument aller toucher tout le monde, que tout le monde entende nos voix et que tout le monde entende ces témoignages. Après, alors, donc il y a l'accès, mais il y a le contenu également, c'est les deux éléments. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on raconte? Quelle perspective partageons-nous? Comment comprenons-nous nous-mêmes? Quel message véhiculons-nous? Et à nouveau, la question de ce changement dans le témoignage. Pour se définir, nous, qui sommes-nous? Qui sommes-nous en tant que peuple? Quelles sont nos valeurs? Quelles sont nos connaissances ancestrales et quelles sont nos expériences au quotidien? Nos lieux de tradition orale.
Nos traditions, il s'agit également de qui et de comment nous absorbons les connaissances en tant qu'Afrique. Mais où est-ce qu'on les absorbe, ces connaissances? On a des technologies, des plateformes technologiques, des plateformes numériques et des outils disponibles. Et c'est une bonne chose. Simplement, je pense que nous devons davantage les exploiter pour garder notre authenticité et en faire une force. Dans cette conversation, je crois qu'il est important également de réfléchir aux impacts pour ce qui est des témoignages qu'on essaye de collecter, de créer au quotidien. Quel impact ont ces témoignages? Comment on pourra réfléchir à ce qui s'est passé? C'était ce qui se passait derrière les coulisses, dans les coulisses, au-delà des clics, des nombres de vues sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça a généré comme impact chez les gens? Il est possible d'aller parler aux communautés qui agissent, ce qu'on appelle les producteurs d'impact, les gens dont le travail est de regarder le travail qui est fait en matière de témoignages et de travailler avec les réalisateurs, les conteurs, les narrateurs, faire en sorte qu'ils réfléchissent à l'impact que tel ou tel film, telle ou telle œuvre pourrait avoir. Alors, l'impact, c'est quoi? C'est surtout déjà les communautés qui sont montrées dans le film ou dans le témoignage, les communautés qui ensuite vont regarder cette personne et qui vont se dire, OK, alors, comment est-ce que ce témoignage peut aider à la création d'un impact social dans la vie des communautés? Et à partir de ça, eh bien, on ouvre une équipe de témoins, de témoignages à d'autres membres de la communauté, à d'autres communautés pour créer un impact social. Donc, je dirais qu'on doit vraiment constamment réfléchir à l'impact. Pardonnez-moi, je suis en train de perdre mes écouteurs. Donc, on doit réfléchir constamment à l'impact que ce travail peut avoir dans la vie des communautés qui sont représentées. S'il y a un élément particulier, un domaine particulier dans lequel on travaille, comment est-ce qu'on peut travailler avec les acteurs et actrices dans ce domaine pour faire bouger les lignes? Parce qu'on sait le pouvoir du témoignage. On sait que c'est quelque chose qui émeut les gens et qui amène les gens à agir. Merci. Je suis ravie de rejoindre Rise Africa 2023, Festival d'action. Chers collègues, il y a très peu de doute concernant le fait que les villes sont confrontées au plus gros impact du changement climatique. Probablement, surtout en Afrique, avec 9 milliards de personnes sur la Terre. D'ici 2050, la croissance démographique, la moitié de la croissance démographique sera en Afrique avec un continent si jeune. L'Afrique est vulnérable aux catastrophes naturelles. Nous serons clairement impactés par le changement climatique. À vrai dire, beaucoup de villes africaines ont d'ores et déjà été touchées et ont subi des pertes et des dommages à cause des risques climatiques. Et au vu de notre trajectoire climatique, leur fréquence, leur gravité vont sans aucun doute augmenter. Un récent rapport de la Banque mondiale nous dit que rendre les villes inclusives, résilientes et vertes, incluant le changement climatique, est essentiel si on veut atteindre d'ici 2050 nos objectifs net zéro. Les villes dans les pays les moins riches doivent investir pour atteindre ces objectifs. Et les villes dans les pays à revenus bas sont les plus confrontées aux catastrophes naturelles. Et ces mêmes villes sont moins résilientes
aux chocs et stress liés au changement climatique qui vont être de plus en plus nombreux. Mais le changement climatique n'impactera pas que l'Afrique. Simplement, l'Afrique a une opportunité sans précédent de suburbaniser de la bonne manière. Donc, de s'orienter vers des villes prospères, résilientes, vertes et durables. Mais soyons clairs, il ne pourra y avoir aucune vision d'une ville. Ce n'est pas possible d'avoir une ville universelle. On a probablement les mêmes idées, certaines d'entre elles, mais ce qui fonctionne à Dakar ne fonctionnera pas toujours dans une autre ville. Et pour ce qui est du partage, je demande aux villes de partager leurs engagements vers la course au net zéro. C'est une opportunité de démontrer l'action locale et de réunir ensemble ceux et celles qui ont une vision collective pour notre planète, une vision singulière qui nous réunit. C'est de réduire la hausse des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Les villes pourront trouver en seules les solutions, mais le but, c'est d'arriver à ce but. Les villes savent qu'il faut travailler sur l'adaptation, l'atténuation, le renforcement des capacités, la finance et les technologies si on veut atteindre ces objectifs. Mais il est essentiel que les villes et les approches en matière de changement climatique soient intégrées dans les CDN. Les CDN doivent être mis à jour annuellement désormais. Dans la même veine, nous encourageons toutes les nations à immédiatement développer et mettre en œuvre des plans d'adaptation ambitieux qui soient inclusifs et intègrent les villes et des plans de résilience des villes et des communautés. Il est donc essentiel que les pays développés doublent les financements pour l'adaptation, comme promis au cours du pacte de Glasgow. Et il est essentiel que l'accès au financement, y compris à des mécanismes de fonds internationaux, soit rendu plus simple. J'aimerais également parler des différentes décisions qui ont été prises à la COP 26 et 27. Les institutions de financement international et les banques multilatérales, elles doivent améliorer leur soutien financier aux pays en développement ainsi qu'aux économies en transition. Elles doivent également augmenter leur échelle et leur efficacité. Concernant les promesses de dons, les pays développés ont admis qu'elles n'avaient pas rempli leur promesse de 100 millions de dollars par an. Il s'agit d'instaurer la confiance pour s'attaquer au changement climatique et pour les actions à venir. L'établissement du Fonds pour les dommages et pertes était le résultat de la COP 27 de l'ONU et le résultat de décennies de pression de la part des pays en développement vulnérables au changement climatique. Et ce fonds vise à fournir une assistance financière et technique aux pays les plus vulnérables au changement climatique. Les crises climatiques vont s'intensifier et il faut s'adapter. Les discussions à l'heure actuelle, elles existent. Il y a différentes étapes, mais les résultats vont dépendre de la rapidité à laquelle on va pouvoir mettre en place ce fonds. Le travail doit commencer pour élaborer ce fonds, savoir quel pays va y contribuer, comment et quand l'argent sera distribué. Le continent africain, par exemple, contribue le moins au changement climatique. Cependant, il est le plus vulnérable à ces impacts. Les pays africains qui contribuent si peu vont devoir dépenser près de 5 fois plus d'argent sur l'adaptation. Les pays du G20, de leur côté, représentent 70% des émissions de gaz à effet de serre, tandis qu'un pays tel que le Pakistan a vu des millions de dollars s'envoler à cause
d'inondations, etc., alors qu'ils contribuent si peu aux gaz à effet de serre. Chers collègues, avec la prochaine COP qui approche cette année, même s'il y a beaucoup de défis économiques et politiques de par le monde, nous ne pouvons pas oublier que le changement climatique est une urgence mondiale qui est la priorité parmi les priorités. Il s'agit d'une crise existentielle et nous ne pouvons plus retarder l'action. En particulier, nous devons progresser dans les mois à venir de cette année, notamment agir sur la question de l'adaptation, de l'atténuation de la perte et dommages, le financement et une transition juste. Si nous devons travailler sur le changement climatique et créer des villes fortes en Afrique et dans le monde, nous devons travailler à la COP 28. Il faudra faire un bilan. Tous les 5 ans, un bilan sera fait pour évaluer les progrès collectifs de toutes les parties prenantes dans le cadre des accords de Paris et des objectifs connexes. Le premier bilan sera en 2023 à Dubaï. Il sera donc important que ce bilan mondial montre que cette évaluation mondiale de la mise en œuvre des éléments centraux du changement climatique et de l'accord de Paris sont mises en place, en particulier pour montrer comment les gouvernements sous-nationaux mettent en œuvre les actions climatiques, mais également montrent les défis et étapes à venir pour y répondre de manière efficace et aussi avoir des stratégies d'adaptation et d'atténuation. Par ailleurs, le bilan international montrera les bonnes pratiques et innovations des villes. J'ai hâte de travailler avec chacun et chacune pour atteindre ce succès, être plus vert, plus résilient pour nos villes en Afrique, pour garantir une transition juste, prospère pour tous les peuples d'Afrique et pour toutes les villes. Rise Africa, lève-toi. Merci.